Tourbillon de mots creux pris au lasso des vents contraires, ma voix est faible, un souffle. Si petit ce pays. Un peuple de zombies circule en plein midi. Cette citation est extraite du poème Mon île plate, comme un poème, tiré du recueil de Guy Tyrolien, Feuilles vivantes au matin. Bienvenue dans ce 14e numéro de votre émission littéraire Préface. Chères téléspectatrices et téléspectateurs et chers internautes, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous voyagerons grâce à un ouvrage qui fait l'éloge réaliste d'une terre tant admirée et appréciée par le visiteur qui y pose ses valises. La Guadeloupe est un archipel situé dans la Caraïbe, dont l'histoire riche est encore mal connue. Les îles qui composent cet archipel ont chacune une particularité. Avant l'abolition de l'esclavage, ce sont essentiellement des Européens de passage ou des colons qui chantaient les louanges de ces terres lointaines, les présentant comme des paradis enchanteurs et mettant l'accent sur l'exubérance de la nature, la beauté de ses paysages ainsi que celle des femmes. Ils y remarquèrent d'abord plus belle source d'eau vive, Jean-Baptiste du Tertre, la plus belle île. En littérature, on parle alors d'exotisme. L'auteur que nous recevons aujourd'hui ne fait certainement pas dans l'exotisme, et bien que viscéralement attaché à son île qu'il a vue naître, il la regarde avec les yeux de la passion raisonnable. À travers son dernier ouvrage intitulé « Marie-Galanterie », c'est sa volonté de transmettre la mémoire qui prédomine. Journaliste aimant la satire et l'ironie, enseignant de profession, militant engagé sur les questions de responsabilisation au niveau politique, c'est aussi un auteur qui a mis à l'honneur, à travers ses écrits, deux hommes au parcours exceptionnel. Sonny Rupert, dans Sonny Rupert, fils inquiet d'une igname brisée, ouvrage que l'auteur a dirigé, dont la préface a été rédigée par Maryse Condé, et un autre essai intitulé Albert Béville alias Paul Niger, préfacé par Christiane Taubira. Vous l'aurez compris, j'ai l'immense honneur et le plaisir de recevoir Ronald Selbonne, Ronald pour les intimes, ou encore Capitaine, un Marie-Galantais fondal. Bonjour Ronald. Bonjour Laure et merci pour ce préface à face. Merci. Alors en fait, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de suivre déjà cette émission, j'appelle ça une conversation. Une conversation autour de ton ouvrage. Donc en fait, on n'est pas limité par le temps, enfin si, mais on a 1 heure. Alors, je vais tout d'abord te demander ceci. Cet ouvrage est un hommage à Marie-Galante, un hommage que j'ai trouvé particulièrement respectueux et soucieux du détail. Qu'est-ce qui a motivé son écriture ? Alors, d'abord, c'est une commande en l'an 2000 de la communauté des communes de Marie-Galante qui m'avait demandé de faire un petit article pour l'agenda de l'an 2000 sur Marie-Galante dans la littérature. Donc, j'ai écrit quelques pages et depuis, j'ai gardé en tête l'idée d'aller plus loin, de creuser. Ça, c'est la première motivation. La deuxième, c'est qu'une fois, il y a un ami de Marie-Galante, on était en train, autour de quelques verres, et il m'a dit, mais Ronald, qu'est-ce qu'on va faire dans Marie-Galante? Et je ne suis pas architecte, je ne suis pas ingénieur, je suis écrivain, je suis intellectuel, donc c'est ma réponse à cette question d'un ami, à cette invitation d'un ami. Je donne à Marie-Galante ce que Marie-Galante m'a donné. Marie-Galante m'a fourni la matrice de mon imagination. Marie-Galante m'a nourri culturellement. Je suis un peu comme, et j'aime bien prendre cet exemple, René de Pest, qui après avoir passé la plupart de son temps hors d'Haïti, il dit « sa table de chevet est toujours sur sa terrasse de Jacmel ». Et bien moi aussi, Marie-Galante fait partie de moi et est en permanence avec moi quand je produis, quand je respire, quand je vis. Donc, comment on pourrait dire, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, un Marie-Galantais fondal. Si, oui, j'accepte bien volontiers. Pour plaisanter, avec des amis, je dis souvent que je suis l'un des rares Marie-Galantais complets. Pourquoi? Parce que je suis né à Saint-Louis. J'ai fait mes classes primaires, collège à Grandbourg et j'ai joué au foot à la JSC de Capesterre. Ah oui, d'accord. Donc j'ai fait le tour de l'île. D'accord. Donc je vais lire un passage, enfin très court.
Une anthologie, pourquoi faire? Parce qu'effectivement, cet ouvrage se présente davantage comme une sorte d'anthologie. Et tu dis, les observateurs avertis s'accordent à dire qu'il manque une histoire générale de Marie-Galante. Et cet ouvrage, et j'ai bien aimé ça, ne va pas combler ce manque, tout au plus va-t-il adoucir l'attente. Donc qui dit attente dit que sans doute il y a quelque chose d'autre en préparation. Ah non, mais pas de moi. C'est un appel du pied que je lance aux historiens pour faire une histoire générale de Marie-Galante. Je trouvais, hein, quand j'étais par exemple au lycée, je lisais les ouvrages du père Labade, du Tertre, de Lacour. Et bon, voilà, de temps en temps, il y avait des petites parties sur Marie-Galante et je trouve qu'il manque une histoire générale de Marie-Galante. Je ne suis pas historien de formation, je suis un littéraire, donc c'est pour ça que j'ai proposé ce regard, qui est quand même un livre d'histoire, mais pas un livre d'historien. Tout à fait. Et je considère, si on voulait donner un nom à ce type d'ouvrage, c'est une sorte d'anthologie carnavalesque, une sorte de déboulé de regards, les différents regards qui se sont attardés sur Marie-Galante. D'accord. Alors, j'ai vu que tu as fait en sorte que l'ouvrage soit chronologique. On part quand même depuis donc les Caraïbes, les Taïnos, pour arriver donc de nos jours. Et j'ai aimé l'expression, tu dis, colonne vertébrale temporelle. Est-ce que c'est pour souligner la solidité de Marie-Galante et sa consistance en dépit de l'étroitesse de son territoire? Certes, mais c'est aussi pour dire qu'il ne peut y avoir d'hommes, Marie-Galantais ou pas, Guadeloupéens ou pas, d'hommes sans mémoire, sans capacité de se situer dans le temps. Je suis d'accord avec Sartre quand il dit, je ne dis pas qu'un homme est cultivé quand il sait citer tel ou tel auteur, mais quand il sait se situer dans l'espace et dans le temps. Savoir se situer dans l'espace et dans le temps est pour moi chose importante. C'est pourquoi j'ai pris le soin de relier ces textes par la chronologie. D'accord, parce qu'effectivement on se rend compte que, alors il y a des textes qui vont commencer à parler, donc là c'est la parole qui est donnée aux premiers colons, enfin en tout cas à ceux qui arrivent, qui jettent un regard effectivement sur Marie-Galante, ce regard toujours ébahi, empreint d'admiration, comme si effectivement la beauté ne se trouvait que là, et passant sous silence effectivement les difficultés même liées à l'histoire, puisque tu parles donc de deux entités, le X amérindien, X Caraïbes et X africain. Pourquoi X, justement? Comme je le dis, hein, la rencontre entre Européens et Kalinago n'a pas été un banquet, un rendez-vous qu'on se donne, un festin qu'on se donne au Club Med. Ça a été vraiment un choc civilisationnel, un choc anthropologique, un choc du sacré. Vous avez deux mondes qui se sont télescopés. Et ensuite est venue se greffer la civilisation africaine. Et donc, si les Européens, puisqu'ils ont été les vainqueurs de l'histoire, ont gardé trace de leurs paroles, mais ni le Kalinago, ni l'Africain n'ont eu de trace. C'est pour ça que je les appelle dans cet ouvrage X. Kalinago X, oui. Kalinago X, Africain X, comme les inconnus de l'histoire, et en espérant que nous allons résoudre cette équation à deux inconnus pour nous-mêmes, aujourd'hui, dans le présent. Alors, on note justement dans cet ouvrage, mais même quand on va à Marie-Galante, on note un contraste saisissant entre l'apparente quiétude de l'île, parce que généralement, j'entends beaucoup de gens dire, bon, en qu'à y poser Marie-Galante, comme si effectivement c'était une terre qui inspirait tellement la sérénité, inspirait et expirait tellement la sérénité et la quiétude. Et pourtant, quand on regarde donc cette anthologie, on voit qu'il y a de nombreux événements. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas certaine que beaucoup de Guadeloupéens s'imaginent à quel point, derrière l'apparente quiétude, il n'y a un lobitin qui fait là. L'histoire de Marie-Galante n'est pas une balade en charrette
tranquille. Elle a été, comme toutes les îles de la Caraïbe, une histoire tumultueuse, avec des événements sanglants, avec des résistances. Certains veulent, quand ils écrivent, puisqu'il y a quand même ceux qui ont déjà écrit un peu sur l'histoire de Marie-Galante, mais avec un regard exogène, ils considèrent que, par exemple, la période esclavagiste a été, à Marie-Galante, une période douce, oui. Un esclavage doux. Ce qui est totalement faux quand on regarde le nombre de révoltes d'esclaves, quand on regarde la qualité de ces révoltes qui ont été bien souvent sanglantes, ça n'a pas été une douce balade entre les champs de canne, entre une déambulation entre les moulins à vent. Ça a été une histoire sanglante, une histoire douloureuse. Mais il se trouve que les hommes de cette petite terre ont eu cette capacité, par oubli parfois, ça, il faut le dire, et c'est là peut-être aussi une autre de mes motivations, de remettre notre parole dans notre bouche, pour que nous puissions regarder avec nos propres yeux notre réalité. Donc par oubli, on a peut-être ignoré un certain nombre de faits, mais aussi parce nous ne sommes pas les maîtres de l'histoire. Nous subissons l'écriture des autres. Donc j'aide tout simplement à nous remettre sur nos deux pieds. Alors, je me demandais justement si c'était pas aussi une façon d'aller à l'encontre de tous ces préjugés, de tordre le cou aux préjugés, puisque vraiment, toutes les fois que ce soit donc des Guadeloupéens, enfin je veux dire du continent comme on a tendance à dire, ou ceux qui viennent de l'extérieur, Marie-Galante est toujours perçue comme la douce. Alors, le titre Marie-Galanterie, donc tu définis à un certain moment la galanterie. Alors, galante, pourquoi galante? Alors, Marie-Galanterie, c'est un acte de galanterie que je fais à l'égard de cette femme qui m'a vu naître. Cette femme Marie-Galante. Donc, c'est un acte d'amour. Je lui dis, bon voilà, à travers cet ouvrage, je t'aime et je te rends l'amour que tu m'as donné. Si je suis celui que je suis aujourd'hui, c'est parce que tu m'as bien nourri. En pas tété à belle-mère, comme on a dit, en bien tété à maman Marie-Galante. Tout à fait. Et donc, encore on lit ça, tout simplement. Un hommage à cette femme. D'accord. Mais en même temps, sans le vouloir, tu tords le cou aussi à tous ces préjugés, puisque par exemple, en 1849, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc, je vais te lire ça à la page 75. Il y a eu des événements sanglants. Donc, c'est Victor Schellcher, le procès de Marie-Galante. Il dit, c'est toi qui dis, après les événements sanglants de 1849, dont le point de départ est l'habitation Pirogue, de nombreux nègres seront traînés devant les tribunaux. Schellcher restitue avec justesse le contexte de ces troubles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quel est le contexte de ces troubles? Ça se passe pendant une période électorale. Et on veut empêcher le candidat Schellcheris de se présenter en la personne d'Alonso. Et donc, les nègres de Marie-Galante se révoltent. Et les Blancs mènent une répression féroce. Et il y a une parole qui circule, c'est que Yové remettre nègre en esclavage. On est 1 an après l'abolition de l'esclavage. Et ça va entraîner une immense catastrophe démographique, puisqu'il y a plus d'1 centaine de Marie-Galantais qui seront tués et déportés, dont Alonso. Et donc, Schellcher a témoigné, a défendu ces Marie-Galantais lors d'un procès. Et on situe aussi cette légende de la mare aux ponches autour de ces événements. Je dis légende de la mare aux ponches parce qu'on n'a aucune source, aucune certitude que ces événements de la mare aux ponches aient bien eu lieu. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que ça veut dire que la conscience marie-galantaise a produit un récit pour expliquer un certain nombre d'événements. Donc ça veut dire que cette légende a été nécessaire aux hommes pour vivre, pour comprendre, pour survivre. Parce qu'effectivement, à un certain moment, on se rend compte donc de la violence des choses
Il y a un personnage qui dit « Je connais Monsieur Welch depuis mon enfance. Je suis à son service. Il ne peut pas sentir la liberté. Quand on a travaillé 1 an chez certains maîtres de Marie-Galante, ils vous donnent 1 franc. Et si vous faites des réclamations, vous recevez des coups de pied et des coups de poing. » Donc manifestement, c'était effectivement non pas le doux esclavage dont on peut, qui a été dit dans certaines littératures, c'était aussi violent qu'ailleurs en fait. C'était aussi violent qu'ailleurs parce que ce sont les mêmes causes produisent les mêmes effets. Sauf que le territoire est petit, donc il y a une sorte de proximité, une sorte d'intimité qui se noue entre maîtres et esclavagisés, mais ça n'empêche pas que la violence a été la même que partout ailleurs. Il y a un prêtre qui raconte comment on avait suspendu une jeune fille de 16 ans et qu'on l'avait dépecée. Tout à fait. Et à ce procès, j'aime bien l'expression d'un des condamnés qui dit on nous a dit que liberté pas feuille banane. Oui, oui. Ça, je trouve cette expression extraordinaire. Liberté pas feuille banane. C'est-à-dire les Blancs de Marie-Galante ont considéré la liberté des nègres comme n'importe quoi, comme une feuille de banane. Et ce titre est très très intéressant. D'ailleurs, il y a un auteur, un de mes amis d'ailleurs, qui est de Saint-Louis, José Roblot, qui a fait un roman qui s'appelle Liberté feuille banane. Oui, exactement. Donc, l'écriture de Marie-Galanterie donne aussi la parole à des Européens qui véhiculent des préjugés, comme le fait donc Georges Bonnemaison dans Le Gendarme à cheval. Je peux savoir pourquoi tu as aussi donné la parole à ces personnes qui, elles, donnent un visage particulier, arrivent avec tous leurs préjugés et regardent donc la population avec des lunettes un peu particulières quand même. Parce qu'il ne faut pas nier les faits. Il ne faut pas nier le passé. Ces regards ont existé. Peut-être que ces regards vont nous permettre de comprendre certaines choses. Et j'avais quand même le souci de mettre dans cet ouvrage tous les Marie-Galantais qui ont écrit, quelle que soit la qualité littéraire de leurs œuvres. Et pour les autres, pour ceux que j'appelle les visiteurs, j'ai fait le choix parce que malgré tout, ils racontent, ils témoignent. Oui. Ils témoignent avec leurs préjugés, mais ils témoignent d'une époque. Alors justement, ce monsieur donc Georges Bonnemaison, le gendarme à cheval, donc tu dis en poste à Marie-Galante au début du XXe siècle, Georges Bonnemaison raconte son quotidien de gendarme avec des remarques sur l'histoire, la géographie et la société, une parole teintée de préjugés. Et donc ce monsieur Bonnemaison dit en sortant de l'ancien village, nous apercevons devant une case en clayonnage située à 30 ou 40 mètres de nous, un homme absolument nu qui fume tranquillement sa pipe en nous regardant passer. Ses enfants, 3 ou 4 marmots de 2 à 10 ans, paraissent assez effrayés de nous voir, sont également nus. Seule la femme est vêtue d'un pagne, ne lui descendant pas tout à fait jusqu'aux genoux. Alors je me suis demandé en lisant cela, tu penses que vraiment les habitants de Marie-Galante étaient comme ça au début du XXe siècle? Tout à fait, parce que moi, je suis né en 1967. J'ai vécu dans la commune un peu la plus pauvre de Marie-Galante et moi je peux témoigner qu'il y avait une grande misère jusque dans les années 80. Par exemple, chez moi, nous avions un point d'eau, mais nous n'avions pas les sanitaires. Et donc, il y avait une sorte de ce que j'appelle, je ne sais plus si c'est dans cet ouvrage ou dans un autre, j'appelle la transhumance des seaux caca. D'accord. La transhumance des seaux caca, donc vous aviez à Saint-Louis les gens qui allaient faire jeter leurs seaux, soit à 11h du soir, soit à 5h du matin. Ma mère, elle était elle avait une certaine pudeur, elle préférait aller à 5h du matin. Non, mais effectivement, il y avait une misère, et ça ne m'étonne pas qu'au début du XXe siècle, qu'il y ait ces gens nus. Et toute la partie donc de Saint-Louis et vers Vieux-Fort, les Bas, a été totalement délaissée. Même quand il y avait par exemple des occupations anglaises de Marie-Galante, ils se contentaient d'occuper Gambourg et Capesterre, mais ils n'allaient pas dans la région des Bas. C'est pour ça que la région des Bas a constitué une sorte de réservoir de la culture africaine.
Et c'est pour ça que dans les années 60-70, tu as eu des chercheurs canadiens qui sont venus s'installer à Marie-Galante et qui ont étudié la région des Bas. Parce qu'il y avait ce réservoir cultuel et culturel. Parce que justement, même si c'était un peu plus tard, mais j'avais cette question, je me la suis posée. Dans ton ouvrage, tu parles beaucoup de la région des Bas, justement. Donc oui, récemment encore, comme je te le disais, j'étais à Marie-Galante il y a 3 semaines ou un peu moins. Et c'est vrai que quand on arrive vers Vieux-Fort, etc., alors déjà, on peut dire que le temps semble s'être arrêté quand on arrive à Marie-Galante, mais quand on arrive dans cette région en particulier, est-ce qu'elle souffre encore, selon toi, d'une absence ou d'un retard de développement? Et est-ce que c'est volontaire? Qu'est-ce qui fait que cette région soit comme ça? Non, comme je l'ai expliqué, c'est une région qui était relativement retirée, il n'y avait pas de route. Non, mais les choses ont beaucoup évolué. Hein. Tous les gens dans les Bas ont maintenant de l'eau, de l'électricité. Ce n'était pas le cas dans ma jeunesse. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi j'ai connu des gens qui avaient par exemple l'éléphantiasis, gros pieds. Oui. J'ai connu ça. J'ai connu des gens et même chez moi, on n'avait pas de quoi manger tout le temps. Alors le week-end, ce que je faisais, j'allais à la chasse, j'allais chercher des crabes, des oiseaux, et c'est ce que ma mère me donnait à manger pendant la semaine. Donc quand on parle de la misère, je te dis jusque dans les années 80, en particulier à Saint-Louis, nous étions dans la misère, mais nous étions quand même heureux. Je n'ai pas de... Quand je regarde cette période, ce n'est pas une souffrance pour moi, au contraire, ce sont les meilleures années de ma vie, l'insouciance, la liberté totale. J'étais tout le temps dans la mer à nager, à plonger des lambis, à aller à la pêche, jouer au football, à voler magot à Moun, canne à Moun, enfin, j'ai fait les 400 coups à Saint-Louis. Et donc je n'ai pas, alors oui, un peu de nostalgie, je regrette un peu ce temps, mais bon, en toute lucidité, je sais que c'est mon enfance. Mais c'était un temps de misère. D'accord. C'était un temps de misère. Et pourquoi ça s'appelle les Bas alors? C'est parce que c'est rapport à la géographie? À la géographie. Alors Marie-Galante est comme un sombrero. Oui. C'est pas moi qui le dis, ce sont les premiers Espagnols qui l'ont décrit comme l'île sombrero. Et donc tu as les deux bords du sombrero. La partie nord de Vieux-Fort, les Bas, et la partie entre Grand-Bourg et Capesterre qu'on appelle les Basses. D'accord. Donc les Bas et les Basses. Effectivement, exact. Moi je voyais, quand on quitte Grand-Bourg, on voit marqué les Basses. Les Basses. Et donc je me suis dit, mais quand j'ai lu l'ouvrage, je me suis dit, mais c'est quelque chose. Mais c'est la partie qui s'enfonce, parce que Marie-Galante penche comme ça. Les Basses, c'est la partie qui s'enfonce un peu dans l'eau, et la partie surélevée, les Bas, et c'est la partie où il y a des falaises. Voilà. D'accord. Alors, ma prochaine question va porter sur la mémoire. Que ce soit à travers donc tes précédents ouvrages, Albert Béville, ou alors consacré, l'étude que tu as dirigée donc sur Sonny Rupert, et tu me l'as dit aussi toi-même, pour toi la transmission de la mémoire est quelque chose de fondamental. Mais comme effectivement nous allons passer à notre coupure pub, nous allons revenir tout à l'heure sur cette question. Tout à l'heure. Je bouge pas. Alors nous retrouvons notre invité, Ronald Selbonne. Donc Ronald, je te disais que j'ai constaté que la mémoire pour toi, la transmission de la mémoire est quelque chose de très important, que ce soit dans tes précédents ouvrages et particulièrement dans celui-ci. Est-ce que c'est une façon de se réapproprier nous-mêmes? Tout à fait. Moi je pense qu'il ne peut y avoir de société capable de se projeter si cette société n'a pas conservé la mémoire de son cheminement. C'est pas possible. Si on veut que les individus guadeloupéens deviennent des citoyens, il faut qu'ils s'appuient sur une mémoire, sur une histoire. D'un point de vue strictement personnel, alors mes amis me disent toujours, petit mal, quand je raconte des choses qui se sont passées au collège, au lycée ou à l'université, quand ils me
ou quoi songer ça toujours. Et je pense que depuis très très longtemps, j'ai ce souci de la mémoire, ce souci de conserver les choses, parce que, encore une fois, sans mémoire, nous sommes des tomates. Oui, c'est vrai. Nous sommes des plantes, nous ne sommes pas des hommes. C'est ce qui fait notre différence avec le monde minéral, le monde végétal. Exact. C'est notre capacité de mémoire et notre capacité de se servir de cette mémoire, de digérer cette mémoire pour pouvoir faire un projet. Et donc, comme je suis un homme de projet, je ne vis pas du tout dans le passé, je suis un homme de projet, je pense à l'avenir du pays. Donc, je donne à mon niveau des éléments de cette mémoire. Albert Béville, Sonny Rupert et bientôt d'autres encore, tant que je peux. Alors justement, je vais ouvrir une petite parenthèse. J'ai aperçu un propos de Roger Thomson qui disait que Sonny Rupert a été un peu, entre guillemets, tronqué dans sa qualité de poète par son engagement. Est-ce que tu penses que l'engagement, que l'on te connaît aussi, est-ce que tu penses que l'engagement politique que l'on peut avoir va être quelque chose qui peut saper les qualités esthétiques d'un écrit Est-ce que tu penses que c'est vraiment ça? Ça peut le faire, ça peut l'être, mais je crois que j'ai tiré les leçons de l'expérience de Sonny, parce que je l'ai vu à l'œuvre dans ces dernières années. On s'est fréquenté dans la rédaction du journal L'Indépendance. Et petite anecdote, un jour comme ça, bon, j'étais déjà un peu insolent, je dis à Sonny, Sonny, c'était un après-midi, je lui dis, Sonny, vous savez, puis grand tort où fait le mouvement, c'est arrêté écrit en français. Et là, j'ai senti que ça l'a touché, cette parole. Et il a eu conscience de ça, parce que s'il avait donné la pleine mesure de son potentiel, il aurait eu une aura plus large, qui aurait permis peut-être d'attirer plus de monde dans le mouvement politique. Donc je fais bien attention. Mon engagement me prend du temps. Okay, c'est la seule chose qui déborde sur mon écriture. Ça me prend du temps. Mais je fais bien la distinction entre mon engagement militant, mon engagement politique et ce que j'écris. Et par exemple, j'espère qu'avant la fin de l'année, je pourrais sortir un roman qui me tient à cœur. Ben, on verra bien que ce n'est pas du discours politique. D'accord. Il y a effectivement un point de vue politique de l'auteur, mais c'est vraiment de la littérature. Alors moi, justement, je me suis demandé en lisant... Et je ne suis pas schizophrène. Exactement. Moi, je me suis dit en lisant cela, mais pour moi, selon moi, je me suis dit, mais Marie Galanterie, c'est un acte politique. Oui, politique au sens noble du terme. Au sens noble, au sens plein du terme. Je donne de la nourriture du passé pour que la fleur marie-galantaise trouve sa germination. Alors justement, est-ce que ce n'est pas aussi ce qui manque dans nos sociétés, cette transmission de la mémoire? Et en fait, on pourrait se demander aussi quelle mémoire. Alors là, je vois que tu t'es appuyé, même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas un ouvrage historique au sens stricto sensu du terme, mais néanmoins, tu t'es appuyé sur des historiens comme M. Boutin, comme sur d'autres. Mais est-ce que quelque part, cette transmission de l'histoire, donc de la mémoire de ce que nous avons été, est-ce que c'est pas ce qui nous manque ? Est-ce que justement on n'a pas eu une espèce de biais, ce qu'on appelle très à la mode de biais cognitif, qui fait que chaque fois j'ai l'impression qu'il faut recommencer les mêmes choses? Tout à fait. On a affaire à des générations qui se pensent sans père et sans mère. Oui. Et quand on regarde un peu l'histoire de la Guadeloupe, on a effectivement cette impression qu'on ne fait pas d'accumulation du capital de l'expérience historique, que les générations recommencent comme s'il ne s'était rien passé avant. Exact. La génération des jeunes du Gong en 63, on dirait que c'était pas Légitimus, Rosan Girard, et pourtant Rosan Girard est un peu leur contemporain, mais ça pratiquement ils ont réinventé quelque chose. La génération actuelle a l'impression que c'est elle qui découvre le militantisme, et on se trouve par exemple avec des gens sur Facebook
qui n'ont pas encore fait 5 minutes de votre engagement et qui vous interpellent, mais qui vous interpellent avec une arrogance. Et c'est ça qu'il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on arrive à avoir cette humilité historique. Oui. Cette humilité historique capable de nous faire regarder le passé et de prendre pas des leçons, mais des éléments du passé. Voilà, des éléments du passé. Il ne s'agit pas d'appliquer le point de vue de Béville, de Sonny Rupert, de Jésus Plésimus, de Rosan Girard, mais il s'agit de s'inspirer de leur parcours, de leur point de vue, de leur analyse de la société pour pouvoir construire notre propre regard. Exact. Parce que justement, c'est le sentiment que j'ai, et c'est pour ça que je le dis, je vous recommande vraiment de lire Marie Galantry et de vous approprier cette histoire, parce qu'en fait, quand les Guadeloupéens, par exemple, viennent à Marie-Galante, pour beaucoup, pas tous, je suppose que certains se sont quand même véritablement penchés sur cette île depuis le temps qu'ils y vont, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un regard un petit peu comme ces touristes qui viennent ici. On voit Marie-Galante comme, tu sais, donc on veut retrouver telle chose parce qu'on a une Marie-Galante imaginaire, tu sais. Et donc, quand on vient le week-end, on veut retrouver exactement comme ces touristes qui viennent chez nous. J'ai entendu l'autre jour une dame qui disait, enfin, je passais dans les rues, disait, il ne faut pas que ça change, parce que moi, quand je viens à Marie-Galante, moi, je veux retrouver ça. Tu vois, donc, comme s'il faut que les choses soit figé pour rassurer, parce que, eh bien, dans l'imaginaire de beaucoup de gens en Guadeloupe, Marie-Galante, il faut que ça reste figé dans le temps. Il faut qu'on retrouve exactement la petite plage de Grand-Bourg telle qu'elle est, celle de Saint-Louis telle qu'elle est, alors que, manifestement, les choses changent. Et le fait aussi d'avoir écrit cet ouvrage, ça permettra sans doute de comprendre justement pourquoi on en est là aujourd'hui, parce que tu notes aussi, donc il y a quelqu'un, je crois que c'est Monsieur Baptiste, qui est plasticien, qui note qu'il y a un changement dans la population et dans les mœurs marie-galantaises, parce qu'il y a un apport de personnes exogènes qui sont en train ou qui seraient en train de transformer l'île. Est-ce que toi, tu as ce sentiment-là aussi? Alors, deux choses. La première, c'est que quand j'ai commencé cet ouvrage, j'avais connaissance de quelques textes. Et donc, les premiers extraits que j'ai choisis, j'ai choisi des extraits en grande quantité parce que je me suis dit, mais pas n'y a rien si Marie-Galante, donc on peut tout voir. Et je me suis très vite retrouvé submergé par les textes et j'ai dû faire des choix. Donc, nous-mêmes, pourtant, nous avons une certaine connaissance, nous pensons qu'il n'y a pas. Or, il y en a. Sur la deuxième remarque sur l'aspect tradition et modernité. Je crois qu'on a enfermé Marie-Galante pendant longtemps comme dans une image, une sorte d'image d'Épinal. C'était la vieille dame, c'était la Guadeloupe dans tant longtemps, la Guadeloupe des années 50, 60, il fait bon vivre. Cette image, elle n'est pas tout à fait fausse, mais elle est aussi fausse. Et pourquoi? Parce que considérer Marie-Galante uniquement sous cet angle, c'est chosifier le pays, c'est chosifier les hommes qui y vivent, c'est empêcher un développement. Or, si nous voulons renverser la vapeur démographique dont tu parles, je vais y revenir, il faut qu'il y ait développement. Oui, nous devons nous atteler à défendre notre tradition, mais nous devons aussi aller vers cette modernité. Marie-Galante ne peut pas être le zoo de la Guadeloupe ou le territoire caraïbe de la Guadeloupe. S'agissant de l'apport démographique récent, effectivement, depuis les années 60, avec en particulier en 59 la fermeture de l'usine du Robert, il y a une saignée démographique. Les Marie-Galantais partent parce qu'il n'y a pas de travail. Et donc, et la nature est en hors du vide, il y a un phénomène qui est relativement récent, que je n'ai pas connu quand j'étais enfant, mais qui date, on va dire, les 20 dernières années. Et donc vous avez des Français, des Européens qui s'installent à Marie-Galante et qui ont parfois, pas tous, mais qui ont parfois se comportent avec paternalisme. Moi, quand je vois certaines choses qui sont écrites dans des groupes sur Facebook, ça me... Bon, je vais rester poli, mais disons ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup de penser que ces gens-là sont en train de vivre, de partager la même terre que moi, et ils ont ce discours méprisant, ce discours paternaliste. Et le pire,
c'est qu'ils ne le savent même pas. Voilà, ils ne le savent même pas, ils pensent être porteurs d'une civilisation et ils viennent faire la leçon. Et si on prend garde, Marie-Galante va se retrouver confrontée bientôt à un conflit, je le dis, un conflit ethnique, parce que les choses deviennent de moins en moins supportables. Donc, pour qu'il y ait apaisement, pour qu'il y ait le mot à la mode, le vivre ensemble soit réussi, il faut que chacun reste à sa place. Ok, vous n'êtes pas en territoire conquis, vous venez, les Marie-Galantais sont accueillants, mais respectez la culture, respectez la tradition des gens. Et surtout, il faut éviter qu'il y ait des ghettos ethniques. Oui, et c'est le cas qui se développe à Marie-Galante. Il y a des endroits où les Marie-Galantais ne peuvent même plus rentrer. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et ça, c'est inadmissible. Exactement. Mais c'est la faute des Marie-Galantais. C'est la faute des Marie-Galantais. Parce que, les Marie-Galantais partent, ne retournent pas, y compris moi. Je me mets dans le lot. Et deuxièmement, ils vendent la terre. Oui, alors ça, il y a ce problème, effectivement, dont tu parles, parce qu'il y a effectivement beaucoup de passages consacrés donc, au foncier, à Marie-Galante. L'histoire du foncier, ça aussi, c'est quelque chose donc, qui est très intéressant. Mais c'est vrai qu'on est en train de voir ceci poindre. Et quand on lit tous les événements assez violents, parce qu'il y a quand même eu des gens qui ont été tués à Marie-Galante, hein, je me dis, si on ne fait pas attention... Bref, alors, dans cet ouvrage, j'ai constaté aussi que la carte postale idyllique ne semble pas trouver sa place. Hein. Donc, j'ai vu que tu mets l'accent aussi sur ce qu'on appelle Metz et l'habitude de Marie-Galante. Et j'ai découvert quelque chose de très intéressant, c'est les convois. Donc, tu as consacré un chapitre aux convois. Et selon toi, est-ce que tu peux nous expliquer, enfin surtout aux téléspectateurs et internautes, ce qu'on entend par le convoi? Et comment expliques-tu la survivance encore de ça aujourd'hui? Le convoi, c'est une réponse culturelle, une réponse économique, une réponse sociale, une réponse anthropologique à la pauvreté, à la misère. Quand on n'a que sa force de travail et que la terre qui nous porte est difficile. Est difficile parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau à Marie-Galante, parce que la terre marie-galantaise est envahie depuis la fin du 19e siècle par un type d'acacia qu'on appelle de Saint-Domingue. C'est une terre de sécheresse. Il a fallu aux hommes trouver une réponse pour survivre. Et cette réponse ne pouvait être qu'être collective. Et c'est ça le convoi. Le convoi, c'est la réponse culturelle au temps et à l'espace. Et on retrouve ce type d'organisation sociale du travail dans les sociétés traditionnelles africaines. Tout à fait. Et donc voilà, les gens à travers les convois. Alors il y a des convois pour couper la canne, il y a des convois pour faire la maison, pour faire des maisons, pour construire des cases. Il y a des convois pour travailler le champ. Le champ, oui. Et donc chacun vient avec sa force de travail et aussi sa technicité, à charge de revanche. Et ce travail de convoi a généré tout un certain nombre d'éléments plus ou moins mystiques, plus ou moins mystiques, et aussi des éléments culturels comme les chants, les chants téchari. Donc voilà, je pense que ce convoi, dans l'organisation politique à laquelle j'appartiens, j'ai essayé de faire passer cette idée. J'ai compris ça. C'est-à-dire de mettre en avant l'idée de convoi, parce que je trouve que c'est cette réponse-là qui nous a sauvés et qui nous manque aujourd'hui. Donc il faut la remettre au goût du jour. Pas dans les mêmes formes, mais je parle bien sûr de l'esprit convoi. Alors tu dis la chose suivante. Donc le convoi est la réponse des hommes aux dures conditions du lieu. C'est à la fois une sociologie, une anthropologie, une cosmogonie et un rythme agraire. Quelques caractéristiques de la structure foncière de la région des Bas, donc on y revient. La population des Bas est surtout installée sur la côte Caraïbe entre Vieux-Fort et Saint-Louis, ainsi qu'au sud-est du plateau, au lieu dit de Saint-Germain, Mayolette et Fada. Fada ou Fadat? Fada. Fada. Ces lieux-dits ou sections semblent correspondre à d'anciens domaines familiaux indivis.
on trouve sur chacune de ces sections une certaine concentration des familles portant le même patronyme. Donc non seulement les gens se sont entraidés, mais finalement ils sont restés là, ils ont pris possession. Oui, ils se sont accaparés du lieu. Alors il faut savoir aussi que c'est dans cette région qu'on a eu le dernier village caraïbe. Et quand vous allez dans la région des Bas, encore aujourd'hui, vous allez voir quelques chabins aux yeux bridés. Quelques chabins aux yeux bridés qui sont des descendants de ces Kalinas qui ont survécu là, dans la région des Bas. Ok, vraiment très intéressant. Alors, tout en montrant effectivement les traditions, comme j'aime bien dire, Mess et l'habitude, la politique aussi occupe une place très importante dans cette anthologie. Alors, la politique à Marie-Galante, ce n'est pas une sinécure. Alors moi, j'ai retenu l'ancien maire, Raphaël Gerpant, le pauvre, il a tout connu. Hein, la prison, on a cherché à l'abattre, on a tué deux de ses compagnons, on va dire pratiquement. Qu'est-ce qui explique selon toi qu'il y ait une telle ferveur à Marie-Galante et encore récemment, je veux dire, c'est pas quelque chose qui date. Et encore récemment. Comment expliquer cet engouement de la population pour la chose politique et pour ces hommes et femmes politiques? Bon, je pense que c'est la proximité et aussi parce que la politique a été vécue comme un moyen de sortir de la misère. Les maires ont été des assistants sociaux pendant longtemps. Et donc il valait mieux être en bon terme avec le maire pour pouvoir aussi survivre. C'est de la débrouillardise. La politique à Marie-Galante, j'étais plongé dans ce milieu très très tôt. Alors tu parles de Raphaël Gerpant, ma maison était collée à celle de M. Gerpant. D'accord. Et j'ai eu le temps de le connaître. Bon, il était déjà très vieux, aveugle, il écrivait quelques poèmes sur des tracts pour rappeler 2 ou 3 événements. Il tenait une sorte de boutique, c'est en même temps une buvette à Rome, oui. En même temps il vendait des outils pour la pêche. D'accord. Pour la pêche, c'est là où on achetait chez lui, donc j'ai bien connu monsieur Gerpant. Et la légende disait que pour échapper aux gendarmes, il avait la possibilité de se transformer en chat. Ma première campagne électorale, alors moi j'ai vu des choses extraordinaires. Alors c'était dans les années, alors ça doit être 76-77. J'ai vu les élections, le maire en place était Lubino, et il y a un dénommé Lancroix que le Parti socialiste avait envoyé se présenter comme contre Lubino. Et là, j'ai vu, on a presque tué ce gars et sa femme, coincé, un quart de la commune a coincé sa voiture contre une maison, alors qu'il n'avait aucune chance de gagner. Mais par principe, il faut te fouiller en fréchet pour y parvenir. Et le gars a disparu de Marie-Galante, il n'a jamais plus remis les pieds à Marie-Galante. Ah oui, d'accord. Ma première campagne électorale, je n'étais même pas majeur, je devais avoir 16 ou 17 ans, c'est quand Paméol a affronté Lubino. Et il se trouve que tous les jeunes de Saint-Louis, nous étions bons et Lubino. Donc nous avons fait la campagne de Paméol, je n'avais même pas le droit de vote, et on allait dans les meetings avec armée de bâtons. Ah, quand même. Ah oui, oui. Et le jour du vote, je peux vous dire, on a fait un petit groupe, les amis vont se reconnaître, on était armés avec nos boutous, et nous caillons au combat, nous caillons foutre mon fréchet, et nous réussi faire l'ibinopathie. D'accord. Donc effectivement, l'apparente tranquillité, comme je le disais tout à l'heure, n'est qu'apparente, hein, n'est-ce pas? Mais oui, mais il y a dit, ça c'est pas la légende de la mort au punch, nèg Marie-Galante mauvais, il a coupé tété à l'essai et il a fait la baie fait noir. Ah oui, d'accord. Effectivement, il y a comme ça des petites phrases qui circulent donc sur Marie-Galante et les Marie-Galantais. Mais c'est vrai que quand j'ai lu cet ouvrage, je me suis dit, mais c'est impressionnant comment, dès qu'il y a élection, et en fait, il n'y a même pas l'idée se confond avec l'homme ou la femme qui porte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce regard extérieur en disant « bon, allez, bon, je ne suis pas d'accord avec telle idée ». Non. C'est-à-dire que les idées sont incarnées et donc du coup, c'est soit on est pour quelqu'un, pas tellement programme là, hein, mais c'est l'idée et c'est Jean Mounlaye, quoi. En fait, c'est ça qui... Même récemment, parce que moi, j'ai participé aux élections municipales en 2015. J'ai été après, pendant 3 ans,
conseiller municipal d'opposition à Saint-Louis. Ensuite, j'ai participé, mais sans être sur la liste, à la victoire à la campagne de François Navis. Et des amis me disent, des amis, parents me disent, bon, on a attention, moun mauvais, moun magalant mauvais, gardez, pas hébreu, pas manger à n'importe monde, l'or rentrer, gardez des dehors, c'est, mais non, bon, enfin, ça, c'est le passé. Mais on sent toujours cette petite passion, mais elle a beaucoup diminué. D'accord. Elle a beaucoup diminué. Jusqu'aux années 90, les élections étaient violentes à Marie-Galante. Mais ça a beaucoup diminué. Il y a encore de la passion, en particulier à Gambo. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais bon, voilà. Maintenant, ce n'est que de la passion du verbe. Ce n'est plus de la passion physique. Alors, la poésie et les poètes ont aussi la part belle. Hein. Moi, j'ai relevé 34, je les ai comptés, mais j'espère n'en avoir pas oublié. Je vais retenir le chiffre, je n'avais pas compté. 34 références à des auteurs, mais surtout des poètes. Alors, il y a aussi des écrivains comme Marie Scondé, comme Gisèle Pineau, mais la poésie, néanmoins, a retenu mon attention. Alors, je vais citer évidemment Guy Tyrolien, je vais citer, donc, tu as même cité un texte de Didier Manette, des textes de Georges Cox, qui d'autres, j'ai remarqué, Sonny Rupert. Alors, justement, est-ce que c'est parce que le langage poétique sublime et transforme le réel, ou c'est parce que simplement ce territoire inspire beaucoup d'auteurs? Alors, bon, déjà, je t'ai dit, je voulais faire une sorte d'anthologie carnavalesque. Donc, multiplier non seulement les regards individuels, mais aussi les regards d'un point de vue du genre littéraire. Donc, j'ai mêlé romans, poésie, essais, chansons, un peu le tout. Par ailleurs, je suis moi-même, je tâte un peu de la poésie, c'est mon genre de prédilection. Donc, j'ai mis une attention particulière à recueillir ces paroles poétiques. Mais c'est vrai que Marie-Galante a beaucoup inspiré les poètes, justement parce il y a cet aspect mythique autour de Marie-Galante, c'est notre réservoir de tradition, c'est la Guadeloupe du temps longtemps, donc il faut que chacun vienne s'agenouiller et lui rendre hommage. Exactement, donc en fait, j'ai retenu, alors, de Georges Cox, l'île aux 100 moulins. Il y a vraiment 100 moulins ou c'est comme les 365 rivières de la Dominique? Il n'y a jamais eu 100 moulins. C'est une légende touristique. Au plus fort de l'activité canière de Marie-Galante, il n'y en a pas eu. Mais en fait, quand les gens disent 100 moulins, ils pensent moulins avant. Mais il y a eu des moulins avant, il n'y en a jamais eu 100, et il y a eu d'autres types de moulins, des moulins à traction animale. D'accord. Alors il dit, les arbres jalousaient la mélodieuse symphonie qui sifflait les alizés aux branches des moulins, tandis que le vent accrochait aux épines des acacias des flocons de coton qui ne fondaient pas sous le soleil accablant. Blanc, qui mangeait sans succès la peau des nègres, torse nu, qui lui offrait généreusement les coupeurs de canne. Dans les yeux du petit enfant nègre, l'école n'était pas une aventure. Il ne voulait plus y aller. Le morne constant était très haut. Il était fatigué, et sa prière attendrit le ciel qui n'avait d'autre choix que de l'exaucer. Tous les sentiers et toutes les lisières débouchaient au pied de ces tours de pierre qui jouaient avec le vent, le sang et le labeur des préposés au forçat. Alors, je vois tous les clins d'œil qu'il fait donc à Guy Tyrolien, mais aussi au relief, hein, parce que, comme je disais à ceux qui ont voyagé avec moi récemment, on l'appelle la galette, mais c'est pas du tout une galette. Rapidement, on voit, j'étais chez les Tyroliens, Bambara, machin, tout ça, on voit bien que ce n'est pas une galette, ou alors c'est une galette boursouflée, dirais-je. Dans les années 70-80, quand on a commencé à faire le Tour de Marie-Galante, donc il y a un coureur cycliste qui est venu un Tour de Marie-Galante et il était blagué, il a dit plus grand monde qui n'est Marie-Galante, c'est Mâche l'église. Et il a failli monter des 3 mondes Marie-Galante, il est obligé de pousser pour y arriver en bouteille parce qu'il y a des mondes sérieux, des mondes qu'on coucou c'est Capestet, mon mellette entre Vieux-Fort et Golin, c'est des mornes sérieux. Ouais, sérieux. Exactement. Et voici même qu'on prend gaz pour monter.
D'accord, donc une fois de plus, il y a l'imaginaire, la représentation, les préjugés, ouais, moi qui ai fait tout là sans aucun problème, quoi. Et finalement, on se rend compte que... Mais c'est vrai que j'ai trouvé que tous les textes poétiques avaient ceci de particulier, c'est que même si, comme Guy Tyrolien, il chante effectivement la beauté de Marie-Galante, mais le réalisme poétique n'est jamais très très loin, c'est-à-dire qu'il y a la beauté donc des paysages et de l'île, mais l'âpreté aussi de l'existence que l'on retrouve et qui ne passe pas inaperçu. Un autre passage donc a retenu mon attention, c'est Monsieur Boutin quand il aborde la démographie et il souligne donc dans les 1000 premiers titrés de Saint-Louis en 1848 comment les nouveaux affranchis vont être nommés. Et là j'ai trouvé ça très intéressant parce que certes il y a ces patronymes, donc pater, le nom donc du père, mais il y a aussi des matronymes. Mais moi, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il parle de ces hommes qui allaient déclarer leurs enfants. Et moi, ça m'a interpellée parce que je me dis, dans ces années-là, forcément, c'était les femmes, quoi. Donc oui, les femmes allaient déclarer, mais les hommes, il dit 21% donc des hommes, donc de la population masculine, allaient. Alors, est-ce que c'est quelque chose de propre à Marie-Galante? Est-ce que l'homme marie-galantais serait un père particulier? Oh, ça, je ne sais pas. Je n'ai aucun élément je ne suis pas historien ni démographe, je n'ai aucun élément de comparaison, mais ça ne m'étonne pas. Il faut souvent retourner aux faits, aux chiffres, pour pouvoir effacer tout ce qu'on pense connaître. Exact. Donc, est-ce que l'homme marie-galantais est plus gentil? Juste pour me faire de la publicité, je vais dire oui, l'homme marie-galantais est gentil. Tout à fait. Alors, une avant-dernière question, parce que je vois que nous sommes déjà arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Marie-Galante, la pluralité du regard, comme tu évoquais tout à l'heure, tu as souhaité donner la parole un peu à tous. Est-ce que c'était dans un souci aussi d'objectivité? Est-ce que c'est parce que tu ne voulais pas tu ne voulais pas être dans un seul biais? Est-ce que tu veux vraiment donner à cet ouvrage, afin que chacun puisse le consulter, un regard objectif, ou est-ce que c'est simplement parce que on ne peut pas faire autrement que de montrer tous ces regards sur Marie-Galante? Non, mais j'ai voulu vraiment présenter la multiplicité des regards. Chaque regard est subjectif. Où se trouve l'objectivité? L'objectivité va peut-être se trouver dans la conscience du lecteur. Il va se faire son propre chemin. Je n'ai voulu écarter ni la laideur, ni les joies, ni les peines, ni les travaux, ni les douceurs de l'île. L'île est aussi belle. Tout à fait. L'île est aussi belle. Et c'est peut-être la plus belle île au monde, il faut le souligner, sans chauvinisme. Sans chauvinisme, bien sûr. Aucun. Et donc, toute cette multiplicité de regards, j'ai trouvé ce biais pour entrer dans l'histoire intéressant, pour savoir, tiens, voilà, on a parlé de nous de telle manière. Tout à fait. Et par ailleurs, nous sommes d'une histoire trop jeune pour pouvoir mettre dans les poubelles, mettre à côté ce qu'on a dit de nous. Il faut marcher les yeux ouverts. Ronald, nous te remercions. Nous allons te retrouver tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons laisser donc la place aux lectures. Vous commencez à être habitué à ces lectures que j'ai tendance à vous conseiller pour votre semaine ou pour les mois qui suivent. Donc je vous dis à tout à l'heure pour les quelques lectures à vous conseiller. Comme je vous disais précédemment, donc quelques lectures à vous conseiller. Aux éditions Negmaron, Renaissance Woman, de la chanteuse, mais qui a aussi écrit donc un roman, un journal intime d'une renaissance. Elle dit: ce 4 avril à 11h50, je m'introduisis à moi-même. Se parler, s'encourager, s'invectiver, nous l'avons déjà tous fait. Mais que se passe-t-il lorsque l'on se retrouve au cœur d'une vraie discussion avec soi-même? Aux éditions Nestor maintenant, Infalsifiable, Victorious tome 2 de Monsieur Louis Zou. Il s'agit d'un roman.
Des années sont passées, nos deux héros vont être à présent sexagénaires. Victorius ne boude pas le bonheur qui vient le visiter enfin, comme malgré lui. En effet, il retrouve Madame Charlin, qu'il n'a jamais su oublier. Cette dernière lui apprend l'existence de leur fille Charlize. Quel choc! Mais quels espoirs aussi qui naissent de ces retrouvailles. Et enfin, aux éditions Une Voix, Une Histoire, qui, je le rappelle, sont des éditions qui mettent en voix notre littérature caribéenne, mais aussi maintenant notre littérature du continent africain. Donc, je vous recommande Damas, Le scintillement des larmes de Catherine Lepelletier, lu par Manik Siartiteka, qui justement se trouve être la directrice des éditions Une Voix, Une Histoire. Le poète de la négritude, Léon Gontran Damas, revit sous la plume de Catherine Lepelletier. Personnage central, Mamoun est à l'orée de sa vie. Elle nous entraîne dans une promenade où le lecteur assiste aux rencontres les plus fabuleuses. Voilà, c'était tout aujourd'hui pour les quelques lectures à vous conseiller. Nous allons passer maintenant à la rubrique, aussi que vous commencez à connaître, la minute de la lectrice et du lecteur. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer vos vidéos, pas plus de 3 minutes, ou 4 vraiment maximum, dans lesquelles vous parlez d'un ouvrage caribéen qui vous a plu, qui vous a particulièrement parlé. On se retrouve tout à l'heure pour les conseils en écriture donc de Corinne Dossa, le 5e volet. Bonjour Hélène. Alors, vous qui êtes fan de lecture, vous avez sans doute remarqué qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui se tournent vers l'auto-édition. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un livre d'une femme, Pascale Dambeau, qui a choisi l'auto-édition. Alors Pascale Dambeau a sorti La Chauve-souris. Qu'est-ce que La Chauve-souris? Jeu de mots très fin, très intéressant sur son histoire tout simplement. Parce que La Chauve-souris n'est rien d'autre que l'histoire de Pascale, qui à 27 ans commence à perdre ses cheveux et à souffrir d'alopécie. Je dis bien souffrir d'alopécie parce que ça a été un combat. C'est l'histoire de sa vie, l'histoire de son acceptation, l'acceptation de sa maladie, l'acceptation de qui elle est, et dans un monde où justement l'apparence a beaucoup d'importance, où les mots et le regard de l'autre peuvent faire très 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 mal. Alors Pascale, avec son écriture qui vient du cœur, a couché sur le papier toute son histoire, toutes ses larmes, et toutes ces joies également, parce qu'aujourd'hui c'est une femme resplendissante qui est d'une puissance incroyable et qui a tout simplement accepté qui elle est. Elle ne souffre plus de l'alopécie, elle a de l'alopécie. Toute la différence est là. Son écriture est une écriture thérapeutique. Alors c'est vrai qu'elle est thérapeutique certainement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui en silence peut-être n'ont pas encore trouvé les mots ni le chemin pour accepter et accepter d'être tout simplement comme ils sont. Donc, je vous invite à découvrir ce livre parce que j'ai vraiment adoré et un grand bravo à Pascale Dambeau, La Chauve-souris. Je vous invite à le découvrir et à le partager. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, découvrez le 5e volet des conseils en écriture de Corinne Dossa. J'espère que vous avez été très attentifs au tout premier module, au cours desquels elle vous donnait quelques pistes, quelques conseils. Donc, j'espère effectivement que jusque-là, vous les avez suivis et que vous êtes déjà en train d'écrire soit votre prochain roman ou alors votre prochain recueil de poèmes. Aujourd'hui, on va parler de simplicité. Et pour cela, je vous propose une image. Vous décidez de reprendre le sport. Est-ce que vous allez aller au magasin, acheter des baskets, un survêtement, le jogging, tout l'équipement, et puis aller vous inscrire au marathon du mois suivant et décider que vous allez faire ce marathon et franchir la ligne d'arrivée? Non, ça ne se passera pas. Pour l'écriture, c'est pareil.
Vous voulez écrire un premier roman? Choisissez la simplicité. Et ici, je m'adresse particulièrement aux jeunes qui ont été nourris à la petite cuillère au Harry Potter et au Twilight et qui décident de commencer par une fresque de 5 volumes de 500 pages chacun dans lequel ils vont inventer des mondes incroyables. On se calme. C'est le premier roman. On revient à la simplicité. Parce que nouer une intrigue avec une palette de différentes époques, différents personnages, c'est très compliqué. Ça prend énormément de temps. Et si vous vous lancez dedans, vous savez ce qui va se passer? Vous allez vous décourager. Et quand on se décourage, on abandonne. Et quand on abandonne, on se dit qu'on est nul. Et quand on se dit qu'on est nul, on n'y revient plus. Alors que si vous aviez choisi la simplicité, vous auriez écrit avec beaucoup plus de facilité votre premier roman. Ne commencez pas l'écriture d'un premier roman en vous disant « Ouais, je vais écrire le chef-d'œuvre du siècle ». Vous savez quoi? Ceux qui ont écrit des chefs-d'œuvre ne savaient même pas qu'ils écrivaient un chef-d'œuvre quand ils ont commencé. Alors on se calme. Avec modestie, on commence par une histoire simple. Et encore un autre scoop pour vous. Les plus belles histoires sont les plus simples. Alors, choisissons la simplicité pour commencer. Nous allons maintenant passer à une rubrique que vous attendez tous parce qu'elle est toujours palpitante, parce qu'on y apprend beaucoup de choses. La rubrique présentée par Alix, une page se tourne, silence, ça tourne. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laure. Bonjour Ronan. Aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans l'univers de l'histoire de Pi qui deviendra l'Odyssée de Pi une fois adaptée. L'histoire de Pi, ou en anglais Life of Pi, est un roman fantastique écrit par Yann Martel, écrivain canadien, né le 25 juin 1963 à Salamanque en Espagne, alors que son père, Émile Martel, y faisait son doctorat. Par la suite, ce dernier est devenu professeur et diplomate pour le Canada. Le jeune Yann voyage un peu partout sur la planète avec son père, Alaska, Costa Rica, France, Mexique et bien sûr le Canada. En 1981, Martel obtient un baccalauréat du Trinity College School à Port Hope en Ontario. Par la suite, il recommence les voyages, s'arrêtant en Iran, en Turquie et en Inde, et commence une carrière littéraire à l'âge de 27 ans. Les diverses cultures qu'il a côtoyées influencent son écriture et lui donnent le matériel nécessaire pour rédiger l'histoire de Pi. Pour le préparer, il est demeuré en Inde pendant 6 mois, visitant des mosquées, des temples, des églises et des zoos. Par la suite, il a lu des textes religieux et de naufrages pendant 1 année. La rédaction proprement dite a pris 2 années supplémentaires. Le livre débute lorsque le père de Piscine Molitor Patel, surnommé Pi Patel, décide de s'établir au Canada avec sa famille et quelques animaux qui faisaient partie de son zoo à Pondichéry. Pour le malheur de Pi, le navire coule et il est le seul rescapé humain qui a trouvé refuge dans un canot de sauvetage. Les autres rescapés sont un orang-outan, une hyène, un zèbre et un tigre royal du Bengale. S'ensuit une lutte pour la survie dans sa forme la plus primitive, car Pi doit non seulement subir la faim, la soif et les éléments, mais doit aussi se préserver des attaques du tigre. De façon schématique, le livre peut être divisé en 3 parties, mais le style d'écriture fluide permet de regarder le roman comme un tout indissociable. La première partie est une réflexion sur la spiritualité et la vie indienne à travers les yeux d'un jeune garçon. La deuxième partie, qui constitue presque tout l'ouvrage, est le récit des 227 jours d'une traversée longue et douloureuse. La troisième partie, dans laquelle Pi est sauvé et son expérience remise en question, dévoile d'autres points de vue sur le double désir de survie et de croyance. Le livre interpelle aussi le lecteur, car il l'invite à croire ou non à cette histoire. Selon l'auteur, il existe au moins 2 façons de voir une même réalité, et seule notre croyance nous permet de choisir la meilleure. C'est donc à la fin du livre que l'on s'aperçoit que 2 histoires sont possibles, Martel nous laissant le choix entre les 2. Le livre explore généralement 3 religions symbolisées par Pi, l'hindouisme, l'islam et le christianisme.
Night Shyamalan, le réalisateur de Sixième Sens, désirait adapter l'histoire au cinéma. Il a cependant abandonné, préférant qu'Alonso Cuarón, le réalisateur d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, s'en occupe. Le studio Fox 2000, propriétaire des droits, avait annoncé que ce serait finalement le réalisateur français Jean-Pierre Jeunet, à qui on doit Le Destin d'Amélie Poulain, étant très connu aux États-Unis, qui l'adapterait au cinéma en 2006. Avant que ce projet ne soit abandonné pour des raisons de budget. Ce sont des choses qui arrivent. C'est finalement le réalisateur taïwanais Ang Lee qui porte le film à l'écran pour une sortie en novembre 2012. L'auteur Yann Martel déclare au sujet de l'adaptation cinématographique de son œuvre « Mon livre a été traduit en 42 langues. Le voir adapté au cinéma, c'est une autre traduction qui s'opère. Le langage du cinéma est universel et c'est un plaisir de voir l'histoire traduite de cette façon. » Le réalisateur Ang Lee déclare avoir voulu s'attaquer au projet par goût du challenge. Ce qui m'a attiré dans ce projet, c'est que le livre avait l'air impossible à adapter au cinéma. Il ajoute « Je me disais qu'une personne lucide ne serait pas capable de se lancer ni de mettre de l'argent dans cette entreprise. Voilà pourquoi ce film est devenu mon destin et ma foi. » Selon Ang Lee, l'aspect le plus important de ces films réside dans les personnages, dans leur évolution et dans la manière dont leurs relations évoluent avec les autres. Tout le reste vient après. Avant d'écrire le scénario du film, Ang Lee a tenu à rencontrer l'écrivain Steve Callahan, qui est un rescapé d'un naufrage qui avait survécu 76 jours sur un radeau dans l'océan Atlantique. Suite à cet entretien, le réalisateur taïwanais lui a demandé de participer à l'écriture du film. L'Odyssée de Pi a essentiellement été tournée en Inde et à Taïwan. En tout, l'équipe du film s'est déplacée dans 18 lieux différents au niveau de Pondichéry et de sa périphérie. L'acteur principal, Suraj Sharman, dont ce fut le premier rôle au cinéma, se souviendra de son aventure. Choisi parmi 3000 candidats venus du monde entier, il ne voulait même pas faire de cinéma. Fils d'un économiste et d'un ingénieur informatique, cet étudiant fouteux de New Delhi accompagnait son petit frère à l'audition afin d'aller manger un sandwich avec lui dans la foulée. Mais c'est lui qui a tapé dans l'œil de la production. Il a donc signé et a dû passer la majeure partie du tournage dans un bassin de 70 mètres de long, 30 mètres de large et 4 mètres de profondeur. Ce gigantesque réservoir possédait une capacité de 6 millions de litres et a permis au réalisateur de reproduire les différents états de la mer. Hélas, le jeune acteur ne sait pas nager et certaines de ces scènes se passent sous l'eau. Eh bien, Sharma relève le défi et apprend en cours de tournage. Mais la plus grande difficulté du film a été le tigre, a déclaré Ang Lee. Il devait absolument être conçu par ordinateur, sans quoi certaines parties du film auraient été impossibles à tourner. Pour créer numériquement la fourrure du tigre, il a fallu mobiliser 15 personnes qui ont dû concevoir méticuleusement les 10 millions de poils du fauve. Le tigre est en grande partie le résultat d'effets spéciaux. Néanmoins, ce résultat n'a été obtenu qu'après une observation minutieuse de 4 félins bien réels. Pour cela, Ang Lee a fait appel au dresseur français Thierry Leportier, qui avait déjà été impliqué dans les scènes de félins du péplum Gladiator. Côté animation, l'équipe doit désapprendre une bonne partie de ses réflexes acquis au fil de ses projets animaliers. Dans les autres films, les animaux étaient traités comme de vrais personnages, avec des réactions et des mimiques humaines. Dans l'Odyssée de Pi, au contraire, la consigne était de ne pas humaniser le tigre. Ang Lee insistait toujours sur la véracité des attitudes. Chaque action devait être basée sur un mouvement constaté dans une vidéo de référence. Seule exception à cette règle, la scène de la baleine la plus magique de tout le film. Dans la réalité, il est impossible pour une baleine de sauter aussi haut. Dans le film, elle émerge presque entièrement de l'eau. C'est une liberté qu'on a prise pour rendre la scène plus magique, plus irréelle. La lumière était splendide, tout était éclairé par ce plancton bioluminescent. On s'est fait plaisir, déclare Ang Lee. L'Odyssée de Pi est un film merveilleux parce qu'il montre des images qu'on n'aurait jamais pu voir. Un tigre qui nage au milieu de l'océan Pacifique, filmé depuis le fond de l'eau, une baleine qui brise l'eau phosphorescente pour illuminer un jeune garçon et un grand félin, une île flottante de palétuviers peuplée de suricates qui dérivent sur la mer. Ang Lee manie les outils numériques avec la virtuosité légèrement exhibitionniste d'un magicien de cirque. Pour autant, l'Odyssée de Pi n'est pas une comédie et l'action prend rapidement le dessus.
On soulignera alors la performance technique époustouflante qui fait succéder une scène de naufrage bien plus chaotique que celle du Titanic, qui est très connue, une incroyable première scène sur un canot de sauvetage durant plus de 30 minutes. Les enjeux narratifs sont quant à eux très simples et constituent néanmoins un spectacle captivant. Comment survivre contre les éléments, contre la faim, contre une bête féroce, contre la folie. S'il y a en effet quelques longueurs de ci, de là, le tout est quand même un exemple de maîtrise, surtout qu'au final, il n'y a que 2 protagonistes, Pi et le fameux tigre, prénommé Richard Parker. L'animal, qui est également une métaphore de la nature et des éléments, va représenter le seul compagnon dans la solitude de Pi. Compagnon qu'il va devoir apprendre à dresser à l'image de ses émotions au long de ce périple. Le film est comme cela, parsemé de nombreuses métaphores. Il a la saveur d'un conte par ses côtés surréalistes et métaphysiques, mais on rentre totalement dedans grâce à son univers magnifique. L'Odyssée de Pi a remporté plusieurs Oscars à sa sortie en 2013, meilleur réalisateur pour Ang Lee, meilleure photographie, meilleurs effets visuels et meilleure musique. Avec un budget assez conséquent de 120 millions de dollars, le film en rapporte 610 millions, qui est quand même une belle réussite. Donc, silence, ça tourne, une page se tourne, se termine. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi. Merci parce qu'effectivement, encore on découvre des choses à propos donc de ce film, en tout cas qui m'a particulièrement marqué. Toi aussi, Ronald, sans doute. Je voulais pas le voir et finalement je me suis laissé emporter par la magie. J'avais une crainte de ce huis clos sur un bateau. Bon, moi j'aime bien les films d'action, mais finalement je l'ai trouvé très très poétique. Oui, exact. Et la narration est captivante. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi aussi j'avais eu je me suis dit, oulala, j'ai peur de m'ennuyer. Et puis finalement, je n'ai pas regretté parce que oui, comme tu dis, il y a de la poésie. Et ça nous parle, ça nous questionne aussi sur qui nous sommes en tant qu'être humain. Alors Ronald, on revient vers toi avant de clore cette émission. À qui s'adresse cet ouvrage? Et j'aimerais bien que tu nous lises ton texte, s'il te plaît. Mon texte, lequel? Il y en a plusieurs. Alors, celui justement... Alors, c'est vrai que je n'ai pas pu tout noter. Celui, donc... Alors, je vais le retrouver sans doute. Alors, d'abord, à qui s'adresse cet ouvrage et comment a-t-il été accueilli jusqu'à maintenant? Alors, cet ouvrage s'adresse aux Marie-Galantais, puisque c'est leur mémoire. Cet ouvrage s'adresse aux Guadeloupéens, puisque Marie-Galante est une partie de la Guadeloupe, donc c'est aussi la mémoire des Guadeloupéens. Et cet ouvrage s'adresse aussi à tous ceux qui fréquentent Marie-Galante, qui aiment Marie-Galante. Alors l'ouvrage a très très bien été reçu. L'éditeur a été en rupture de stock. Ah d'accord. Il faut le dire. Là, nous sommes dans la 2e impression de l'ouvrage. La présentation que j'en ai faite à Marie-Galante a été purement fantastique. Les gens me remerciaient comme si j'avais fait un acte quasi magique. Ils me disaient, mais voilà, merci, 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 merci. Ils ont retrouvé certains éléments, certains événements de leur enfance. De leur enfance. Et le fait de voir ces événements, ces éléments sauvés par l'encre d'un ouvrage relève quelque part pour eux de la magie. Donc ils m'ont beaucoup remercié et ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que tu voudrais que tes lecteurs retiennent de cette anthologie? Considérer que c'est la Bible de Marie-Galante. La Bible, c'est l'évangile selon Marie-Galante. D'accord. Et non toute pas l'histoire, toute la mémoire de Marie-Galante se trouve condensée. L'évangile selon Ronald, mais l'évangile selon... Voilà, non, je vais bientôt écrire mon évangile, mais là, c'est l'évangile de Marie-Galante. Alors, en fait, poésie, chanson, page 407. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît? Alors, je ne sais pas pourquoi tu me donnes à lire ce texte. Et lequel? Puisqu'il y en a plusieurs. Il y en a, en fait, pour la première fois, donc c'est mon 3e ouvrage, pour la première fois, je publie des textes personnels. Oui, exact. Donc là, dans cet ouvrage, j'ai publié 2 poèmes et 2 chansons. Les 2 chansons sont en créole. Alors, l'une des chansons, une chanson qui rend hommage à ma mère, sera bientôt sur
le prochain album de la chanteuse Cristal. Elle l'a déjà mise en mélodie. Elle a une très belle voix. Elle a une très belle voix, Cristal. Et bientôt, quand on va faire la présentation de l'ouvrage, je pense qu'elle sera là pour donner cette chanson. Et les 2 poèmes en français. Chancharu, on en parlait, et un autre poème dont le titre va provoquer des remous dans les oreilles des spectateurs, c'est Jouis du Mancenillier. Oui, vas-y. Mais il est long, tu veux que je le lise? Tu lis quelques extraits comme tu le souhaites. Alors, l'idée, c'est... Je suis parti d'un texte de Guy Tyrolien qui dit « C'est ici que beaucoup moururent d'avoir voulu goûter à la douceur des fruits. » C'est-à-dire les Européens qui arrivent et ils découvrent le mancenillier à Marie-Galante. C'est à Marie-Galante qu'ils découvrent le mancenillier et ils vont être empoisonnés. Il y a une très belle description du médecin de l'expédition de Christophe Colomb qui raconte comment ils ont été empoisonnés par le mancenillier. Et je me suis dit, mais tiens, ce mancenillier, c'est le premier résistant à cette invasion européenne. Et donc, voilà, donc on n'est pas responsable de ces associations d'idées, de son imagination. De premier résistant, ça donnait « Jouis du mancenillier ». Jouis, mancenillier, jouis. Je supporte une mémoire, feuille de madère, accrochée à mon corps comme une verrue vétiverte. Je supporte une mémoire, feuille de papier, palimpseste amnésique, fier de l'être, accroché à mon cœur comme ces verrues calcaires qui font palabre, blafarde au vent. Je supporte une mémoire tête en l'air, la queue près de la tête. Je supporte une mémoire, fille de joie et monte en l'air, accrochée à ma tête comme une chaude pisse. Pour tout dire, je supporte une mémoire, insensible à la rosée du temps et à la rose des vents. Jouis, mancenillier, jouis. Ta semence veille sur la plantureuse platesse de l'île, ceinture de chasteté ou gris chlorophylle. Dans le roulis corris de tes pommes, j'ai vu ton lait déflorer la feuille vierge et folle de madère, ses lèvres vertes aux nervures insolentes, s'offrant aux ébrouures du temps. Ton encre ancrée nos cailles colériques dans le lycée des mémoires étales. À coup sûr, ton eau ténébreuse, acide arable, n'est point coup de coutelas dans l'azur postal. Jouis, mancenillier, jouis. Ici, les chiens sans wawa ne surent jouer l'alerte devant la meute des voiles en sourdine, flottant à pas de loup sur la mer moutonnant. 3 seuls fit face, verte vigie, tige véative, suc sicaire. Et ton boutou contre la lèpre qui ne put empêcher la lèpre. Je m'en souviens comme de ma première masturbation. C'était un jour de prépuce rougie dans le fouillis diffère d'une conscience manuelle où foin accélère plaisir. Hier, les bœufs blancs du septentrion ont inventé ciel et mer, brouté tous les varechs des Atlantides, labouré pour dissoudre l'Eldorado, et cette fois les chimères atlantiques, îles importunées, îles infortunées, ni bleues ni heureuses. Ici, l'auteur autorise un lecteur un peu comparaison à se lancer dans un anachronisme écologique et à parler de marée blanche ou d'échouage de sargasses blanches. Jouis, mancenillier, jouis. J'ai vu le tourment de la grande Aboucouteau, quand les ombres sans soleil domptèrent la crête de l'iguane, ses callosités tectoniques jouées comme gâteaux de sable. J'ai vu mon portulan perdre tête et terre, ses marées confondre sac et ressac. J'ai vu ma foi sombrer dans la folie, car le démon des démons est notre Dieu. Notre Père est le grand serpent. Je suis homme tête chien, j'aboie donc je suis. L'arbre à mort, notre fruit défendu, fruit fer de lance, arbre à serpent torche, serpent panne en torche conchaltonné, zémise en Miami, où donc les lignes de mon cadastre. Magnifique. C'est un magnifique texte. Merci. Nous te remercions beaucoup, Ronald. Donc, je vous rappelle, Marie Galanterie, à vous procurer le plus rapidement possible. La présentation de l'ouvrage se fera le 1er avril à l'Espace Sonis.
D'accord, et ce n'est pas une blague, ce n'est pas un poisson d'avril. En tout cas, merci beaucoup Ronald d'avoir été notre invité, d'avoir accepté. Et j'insiste, Marie-Galanterie est un ouvrage à vous procurer afin de découvrir Marie-Galante sous un autre jour. Donc effectivement, c'est une île où il fait bon vivre, mais c'est une île aussi qui est très mouvementée en son sein. À très bientôt, merci beaucoup Alix. Merci. Et je vous dis, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices et internautes, à très bientôt. Au revoir.